Province de Namur, le podcast. La fin de l'année 2021 marque le 900e anniversaire de la fondation de l'abbaye de Floreffe, un événement célébré par de nombreux événements et notamment cette très belle exposition à voir jusqu'au 23 janvier 2022 au musée des Arts anciens du Namurois. Grandeur et déchéance, l'héritage patrimonial de l'abbaye de Floreffe, c'est son nom. On en parle avec Fiona Lebec, conservatrice à la Société archéologique de Namur et commissaire de cette exposition. Alors Madame Lebec, pour commencer, la Société archéologique de Namur, vous pouvez nous en parler un petit peu? Quelle est-elle? La Société archéologique de Namur, c'est vraiment une très vieille dame dans le paysage namurois, puisque c'est une société qui a été fondée en 1845 et qui a réunissé des gens attachés à la protection du patrimoine, tant le patrimoine architectural que le patrimoine mobilier. Il faut bien se rendre compte qu'en 1845, on est à l'aube de l'histoire de la Belgique et les pouvoirs publics ont d'autres chats à fouetter que de s'attacher à la protection du patrimoine, tant architectural que mobilier. Et c'est ainsi que des cercles et sociétés du coup privées prennent le relais de manière à protéger un patrimoine dans lequel ils pensent pouvoir trouver les origines de la Belgique, trouver une légitimité à cette jeune Belgique, puisque préserver le patrimoine, préserver le passé, permet d'y trouver ses racines et de se construire un futur. Et c'est ainsi que depuis 1845, la Société archéologique de Namur œuvre à préserver, conserver, mais également à étudier et valoriser ce patrimoine namurois. Par Namur, on entend le Grand Namur et sa province, évidemment. On ne s'étonne dès lors pas que les collaborations avec le Tréma Musée des Arts anciens soient nombreuses. Donc, de fait, la Société archéologique a rapidement dans son histoire pris des contacts avec les pouvoirs publics, la ville de Namur d'abord, avec qui elle a ouvert le musée archéologique dès le milieu du XIXe siècle, et puis avec qui elle a créé le musée de Groesbeek-de-Croix, le musée des arts décoratifs, dès 1936, et en 1964 a ouvert le Tréma, le musée des arts anciens, qui présente une grande partie des collections médiévales et Renaissance de la Société archéologique. Aujourd'hui, vous êtes de nouveau dans un partenariat avec ce musée provincial pour nous présenter cette grande exposition, on peut dire le point d'orgue des célébrations du 900e anniversaire de la ville de Floreffe. Ah ça fait plaisir. Donc effectivement, la Société archéologique conçoit une fois par an une exposition en faveur du Tréma. Et cette année, l'occasion était belle de mettre en valeur les 900 ans de l'abbaye de Floreffe. Et c'est ainsi que nous avons pu concevoir une exposition d'envergure, puisque effectivement, le Tréma présente la capacité à accueillir des œuvres en provenance de grands musées. Et c'est vrai qu'il y a des œuvres provenant de l'abbaye de Floreffe assez exceptionnelles. Alors on va en revenir à l'histoire de cette abbaye de Floreffe. Tout commence un 27 novembre, il y a 900 ans. Le 27 novembre 1121, très exactement. En fait, ce jour-là, la comtesse Hermesinte et le comte Godefroy de Namur fondent à Norbert, qui va devenir Saint-Norbert, le fondateur de l'ordre de Prémontré. Les comtes de Namur fondent d'un territoire, d'un certain domaine. Alors, un domaine qui n'est pas vierge comme un désert, un domaine qui présente déjà pas mal d'infrastructures, puisque l'acte de donation fait mention notamment de 2 églises déjà sur ce site, etc. Et donc, Saint-Norbert reçoit un domaine sur lequel il va pouvoir établir une communauté de chanoines prémontrés. Cette abbaye va connaître une histoire, vous parlez de grandeur et décadence. On va commencer par la grandeur. L'abbaye de Floreffe va devenir, au cours de l'histoire, la plus importante abbaye du Namurois. Celle qui a rayonné le plus loin, celle qui a eu le plus de richesse. Et c'est vrai que finalement, aujourd'hui, on connaît assez peu l'abbaye de Floreffe. On connaît l'abbaye de Malone, on voit l'abbaye de Floreffe, mais on la voit toujours comme une école. On a un peu du mal à s'imaginer cette abbaye comme une abbaye. Et pourtant,
Très rapidement, dans la foulée des comtes de Namur, Floreffe va se retrouver dotée en patrimoine de manière assez exceptionnelle, en terre, en champs, en bâtiments, en paroisses. Les seigneurs vont faire don d'un tas de territoires à l'abbaye de Floreffe. Et en fait, toutes ces richesses qui vont pouvoir se dégager de ces domaines vont pouvoir permettre à l'abbaye d'implanter rapidement des filiales, d'essaimer et de créer des petits prieurés, des petites abbayes dépendant d'elles, et donc des petites abbayes prémontrées. Et dans ces petites, entre guillemets, abbayes, on va retrouver par exemple l'abbaye de Lèves, l'abbaye de Postel, donc des abbayes qui vont prendre elles-mêmes leur essor et avoir une vie indépendante de l'abbaye de Floreffe. Évidemment, développer des filiales de cette manière-là, ça va permettre à l'abbaye d'engranger des moyens supplémentaires. Et cette abbaye va pouvoir se développer elle-même de manière très très importante, va pouvoir acquérir un patrimoine mobilier assez exceptionnel. Et on a réussi à faire venir quelques pièces majeures de ce patrimoine exceptionnel. Et elle va monter toujours en puissance, toujours avec ce soutien des comtes de Namur. Évidemment, c'est un grand principe économique, la croissance n'est pas infinie. Et donc à un moment, on va finir par descendre. Et le premier moment connu où on sait que cette abbaye de Floreffe décroît, voire chute considérablement, c'est le XIVe siècle, qui est un siècle alors vraiment de décadence, puisque au XIVe siècle, on a même un abbé de Floreffe qui va réussir à se faire excommunier, tant il était mauvais, il a introduit le jeu, les festins inappropriés au sein de l'abbaye, et donc on était vraiment dans un siècle de décadence, mais l'abbaye, un peu comme un phénix, c'est vrai qu'on choisit le phénix pour Grimbergen, autre abbaye prémontrée, et bien à Floreffe, comme un phénix, cette abbaye va se reprendre, remettre de l'ordre et remonter les échelons au niveau de l'ordre de prémontré. On a encore une chute supplémentaire à la fin du XVIIe siècle, donc on vient de quitter un âge d'or assez serein, qui est la période de la contre-réforme, sous Albert et Isabelle, et à la fin du XVIIe siècle, en fait, ici à Namur, quand on parle de 1692, de 1695, on pense tout de suite au siège de Namur, aux destructions, aux guerres entre les Français et les Hollandais, les Espagnols et autres. Et c'est vrai que c'est un siècle qui va voir énormément de conflits se développer et Floreffe va être en partie détruite, incendiée, pillée. Et encore une fois, eh bien, les abbés du XVIIIe siècle vont mettre de l'énergie et ils ont les moyens financiers assez rapidement de pouvoir relever l'abbaye et même au-delà de juste la relever, pouvoir la faire monter au sommet de sa puissance, puisque à la fin du XVIIIe siècle, Floreffe est vraiment magnifique. Mais l'histoire va se terminer. Alors malheureusement, une fois qu'on arrive très très haut, on descend de très très haut. Et tout le monde le sait que la fin du XVIIIe siècle, c'est l'arrivée de la Révolution française. Alors, contrairement au livre d'histoire, pour la Belgique, ça n'est pas tout à fait 1789. Mais en 1794, Namur doit payer pour l'effort révolutionnaire. Et donc du coup, il va faire demander aux abbayes, aux communautés de participer à cet effort révolutionnaire. Et c'est ainsi que l'abbaye de Floreffe doit payer 200 000 livres. C'est énorme, ils n'ont pas ça du tout comme ça en poche disponible. Et l'abbaye doit mettre en vente ses terres, ses fermes, ses prairies. Petit à petit, un petit peu comme encore une fois, un oiseau qui se déplumerait, elle va devoir se déposséder de ses biens. Ça sert à rien puisque dès 1797, la communauté a été dispersée, expulsée et l'abbaye est mise en vente publique à Paris. Alors là, il faut imaginer la scène parce que c'est un ancien chanoine de Floreffe qui va se rendre à Paris déguisé en républicain et qui va arracher l'abbaye en vente publique pour 500 000 francs. Et il ne va pas l'acheter seul, il va l'acheter en société, comme on dirait aujourd'hui, avec d'autres anciens chanoines. Et c'est ainsi que l'abbaye va se retrouver de nouveau
dans une société d'anciens chanoines prémontrés. Et ces anciens prémontrés ont une volonté, c'est replanter une petite graine de prémontré sur le site, reformer une communauté. Et pour ce faire, il faut doter cette communauté et ils vont progressivement racheter des parts, des morceaux de leur ancien domaine, tout ce qu'ils ont dû vendre, ils vont essayer de le récupérer et de le remettre en exploitation pour fournir les moyens financiers finalement à une hypothétique communauté, hypothétique puisque aucune communauté prémontrée n'a pu se reformer sur le site. Et c'est ainsi que, au milieu du XIXe siècle, l'abbaye de Floreffe et son domaine arrivent dans l'escarcelle de l'évêché de Namur. Alors, c'est cette histoire, ou en tout cas certains pans de cette histoire que vous montrez au travers d'une exposition. Tous les éléments que vous montrez ne viennent pas de la région. On a des trésors qu'il y a longtemps qu'on n'a plus vus ici, qui sont de retour à Namur. Ah, tout à fait. Donc ils viennent tous de la région, mais ils n'y sont plus aujourd'hui, puisque le patrimoine de Floreffe a été dispersé, alors parfois de plein gré, puisque c'est un petit peu comme chez vous, quand vous en avez marre d'un service à thé, vous en rachetez un deuxième et vous revendez le précédent. Eh bien, à Floreffe, c'est un petit peu pareil. Donc on a des pièces qui ont quitté l'abbaye avant la Révolution, et puis on a des pièces qui ont quitté l'abbaye un peu forcées au moment de sa fermeture au XVIIIe siècle. Et c'est notamment le cas de deux pièces assez exceptionnelles. D'une part, la Bible de Floreffe. La Bible de Floreffe est aujourd'hui conservée à la British Library à Londres. Ça vous donne juste une idée de la difficulté pour faire venir ce type de pièces. La Bible de Floreffe, c'est une Bible absolument remarquable. Déjà par ses dimensions. C'est un volume qui fait 50 cm sur 30. Il est en 2 volumes. Et elle est constituée de vélin, c'est-à-dire de peau de veau, d'une qualité assez exceptionnelle. Donc déjà, d'un point de vue financier, pour pouvoir acquérir cette Bible, c'était déjà remarquable. L'abbaye a acheté cette Bible ou a fait fabriquer cette Bible aussi pour montrer sa richesse et sa puissance à tout le monde. Et puis cette Bible fait partie d'un ensemble de manuscrits enluminés réalisés ici en région Mosane au milieu et dans la deuxième moitié du XIIe siècle. Et nous avons réussi, dans le cadre de cette exposition, à réunir les 3 plus beaux 3 manuscrits enluminés qui comptent parmi les plus beaux de tous ceux qui ont été réalisés à cette époque-là. Donc c'est vraiment un ensemble exceptionnel. Franchement, si vous avez l'occasion d'en profiter, c'est vrai que c'est un événement, le fait de pouvoir les réunir ici à Namur, tout à fait particulier. Alors vous l'avez dit, nous avons réussi à les faire venir. C'est difficile de faire venir des pièces rares, des pièces de cette valeur. C'est difficile de faire venir. Déjà, il faut convaincre de la qualité de l'exposition et du fait qu'on a besoin de ces œuvres-là dans l'exposition. D'autre part, il faut convaincre sur la capacité du musée à accueillir ce type de pièces, sur la capacité à supporter les coûts d'assurance, les coûts de transport et également toutes les charges demandées. Il faut également gérer toute la question administrative et notamment pour les transports en provenance de l'Angleterre, puisque, je vous apprends rien de nouveau, le Covid traîne depuis bien longtemps parmi nous, ça ne facilite pas les choses. Et d'autre part, le Brexit a eu lieu début 2021, ce qui complique considérablement, évidemment, ce type de prêt. D'autre part, il faut également convaincre les propriétaires que ces œuvres ne seront pas saisies une fois arrivées sur le territoire belge. Dites-moi, est-ce qu'il vous a fallu longtemps pour monter cette exposition ? Franchement, ça fait 2 ans que je travaille sur cette exposition et ça fait 1 an que je travaille à temps plein sur le projet. Alors, c'est vrai, on a du mal à imaginer quand on rentre dans une exposition de ce qui se passe derrière une exposition. Premièrement, il faut pouvoir lancer ce qu'on va raconter, donc trouver un synopsis, une histoire dans les grandes lignes, et ça demande déjà pas mal de recherche en amont pour pouvoir connaître un peu le sujet de manière correcte. Il faut ensuite dénicher les œuvres qu'on souhaiterait présenter.
demander ces œuvres en prêt, convaincre de la nécessité de les obtenir. Ensuite, ça demande de pouvoir, en fonction des retours, s'adapter, demander éventuellement d'autres pièces pour pouvoir remplacer celles qu'on n'aurait pas obtenues. Rédiger les contenus, pouvoir les avoir de manière scientifique, et pour pouvoir ensuite travailler pour les faire passer de manière simple, mais juste au public. Et puis ça demande aussi tout ce qui est développement de la scénographie, trouver comment présenter pour que ça parle au mieux aux visiteurs et réfléchir à comment habiller les salles au mieux dans la limite des moyens disponibles pour pouvoir faciliter la transmission de l'information, puisque moi c'est un petit peu comme ça que je conçois ma fonction, mes missions, c'est raconter une histoire. Je déteste les expositions qui volent trop haut. Je tiens à ce que mes expositions soient justes en termes scientifiques, et c'est la raison pour laquelle j'ai été accompagnée par un comité scientifique. Mais je tiens à raconter ça comme une histoire, avec force d'anecdotes, force de petits détails, attirer l'attention sur certaines choses, puisque finalement, c'est ces petites histoires qui, tout ensemble, permettent de raconter une grande histoire. Alors justement, vous avez eu l'occasion déjà d'accompagner le public à la découverte de cette très belle exposition. Qu'est-ce qui frappe le plus ? Alors franchement, je pense que c'est le polyptyque de Floreffe. Au-delà de la Bible de Floreffe, nous avons également réussi à faire venir le polyptyque de Floreffe. Le polyptyque de Floreffe, c'est presque 1 mètre carré d'orfèvrerie du XIIIe siècle. Donc c'est une pièce assez exceptionnelle qui n'a plus quitté le Louvre, j'aurais même pu dire Paris, mais c'est même le Louvre depuis 50 ans. Quand la pièce est arrivée ici à Namur, la conservatrice m'a demandé « Mais comment vous avez fait pour la faire venir ?» Bon, ça a été beaucoup de discussions avec le responsable de la section pour pouvoir le convaincre de la nécessité et de l'intérêt de présenter cette pièce à Namur, et surtout de l'opportunité, puisque c'est vrai que 900 ans, c'est quand même un bel anniversaire. Et là, c'est vrai que de manière générale, le public est frappé par la splendeur de cette pièce-là. Maintenant, le public apprécie énormément aussi des toutes petites pièces. On se demandait, ça surprend toujours, et notamment un petit tonnelet de voyage ayant appartenu à un ancien abbé de Floreffe, donc l'abbé Sévry. Et ce petit tonnelet de voyage, c'est un tonnelet en grès qui est frappé avec les armes de cet abbé. Et en fait, la pièce interpelle les visiteurs, puisque les gens se demandent toujours « Mais que contenait ce tonnelet ?» En sachant que lors de la visite d'inauguration, les frères et pères de Leffe, donc chanoines prémontrés, étaient présents. L'un a émis l'hypothèse que ça pouvait être un tonnelet de voyage pour contenir l'eau bénite, évidemment. Un autre a rétorqué que c'était beaucoup plus certainement du genièvre, évidemment, parce qu'en voyage, il faut se tenir chaud. Vous-même, vous avez une tendresse plus particulière pour une œuvre ou l'autre ? Personnellement, moi, j'ai été extrêmement émue en ouvrant la caisse du polyptyque de Floreffe, parce que ça fait des années que je m'occupe du trésor Denis, qui est aussi un trésor d'orfèvrerie du XIIIe siècle, qui est à voir au Tréma. Et qu'il y avait beaucoup de similitudes, beaucoup de points communs entre ces œuvres. C'est vrai que je suis frappée par l'album de Croÿ. Donc on a un album de Croÿ, les célèbres albums de Croÿ qui représentent comme ça toute une série de localités au tout début du XVIIe siècle, par la main d'Adrien de Montigny. Cet album de Croÿ est présenté avec une luminosité très faible pour des raisons de conservation, mais on a l'impression que la lumière sort toute seule de l'ouvrage. Donc il réfléchit tellement la lumière qu'on a l'impression qu'il y a une luminosité qui sort de cette pièce. J'ai énormément, beaucoup de plaisir à voir les 3 enluminures, les 3 manuscrits réunis les uns à côté des autres, et à voir ce chatoiement de couleurs et d'or. Je dois avouer que ça, c'est des pièces qui, personnellement, me touchent assez fort.
toute cette histoire, toutes ces belles histoires que vous nous avez racontées là, eh bien vous allez encore les raconter au public dans une séance gratuite le 2 janvier. Donc si les gens veulent s'inscrire, c'est le moment et les places sont chères. Les places sont très chères, donc on vient d'ouvrir une deuxième visite guidée à 16h30. À ma connaissance, il reste encore quelques places pour se remettre du 1er janvier, c'est toujours sympathique. Alors là, après, ça n'est plus gratuit, mais évidemment, il est toujours possible aussi de demander des visites guidées pour des groupes spécifiques sur demande. C'est tout à fait possible. On rappelle que cette exposition qui dure jusqu'au 23 janvier est en visite comme tous les premiers dimanches du mois gratuite libre avec, donc vous venez nous l'annoncer, 2 visites guidées et non l'une. Si vous manquez cette belle visite guidée avec force d'anecdotes, eh bien n'hésitez pas à visiter cette très belle exposition. Mais il y a encore d'autres manifestations qui sont organisées autour de la célébration. Vous pouvez nous en donner un petit mot? Tout à fait. Donc en fait, le 27 novembre 2021, nous avions organisé une grande fête, une grande journée de célébration à destination des familles l'après-midi, avec une célébration un petit peu plus solennelle en soirée. Vous savez aussi qu'il y a eu un Codeco le 26 novembre et par conséquent, le 27 novembre, nous avons reporté cette journée de célébration que nous espérons pouvoir tenir au mois d'avril, espérons-nous, 2022. On vous tiendra bien entendu informé. Il y a un site pour ça, c'est www.floref900.be. Mais il y aura également au mois de mai un spectacle monté par Bruno Matelard et Philippe Bailly, avec beaucoup de comédiens, musiciens, professionnels ou non, qui vont raconter en 9 scènes, 9 siècles d'histoire de l'abbaye. Une petite histoire ou des petites histoires pour raconter encore une fois une grande histoire, en prenant parfois quelques libertés par rapport à la réalité, mais en racontant quand même l'histoire de l'abbaye qui sera bien entendu, jouera elle-même le premier rôle puisque ce spectacle se déroulera sur l'entièreté du site de l'abbaye de Floref. On rappelle également peut-être que quelques œuvres de l'abbaye de Floref sont visibles à la cathédrale de Namur, place Saint-Aubin. Et on rappelle également que vous avez écrit un catalogue. Donc il y a effectivement un petit catalogue accessible à toutes les bourses parce qu'on est là avec un ouvrage à 8 € disponible à l'accueil de l'exposition qui reprend de manière développée tout ce que vous aurez pu lire dans l'exposition. Ou découvrir dans l'exposition d'ailleurs. Et il y a également un gros ouvrage à offrir ou à s'offrir, coordonné par Jean-François Pacaud, bien connu dans la région, et qui s'est fait aider par 19 auteurs pour rédiger, alors là vraiment, l'histoire de 9 siècles. Il va, lui, jusque vraiment à aujourd'hui, dans l'histoire de l'abbaye, jusque à cette dernière année 2021. 400 belles pages et puis une belle exposition, on le rappelle, à voir jusqu'au 23 janvier au musée des Arts Anciens du Namurois. Province de Namur, au cœur de votre quotidien.